Merci d'être à l'écoute de Radio Mali. Il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, les chefs d'état-major général de la Confédération AES finalisent la force conjointe désormais prête pour les opérations d'envergure pour bouter le terrorisme hors de la Confédération AES. L'Allemagne, plus que jamais aux côtés du Mali, elle dépose 22 milliards de francs CFA sur la table pour le financement de projets de développement de la région des Gao et de Ménaka. Comment adopter les bons gestes pour la sauvegarde de l'environnement? La question est posée par quelques organisations et l'État appelées Réflexion Protection Sociale sur le changement climatique. Hors du Mali, au Niger, la gestion de la connectivité du pays est désormais confiée au milliardaire américain, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, à travers sa société Starlink. Et aux États-Unis, Kamala Harris reconnaît sa défaite et remercie ses électeurs. En sport, on parlera de basketball. Le sans-faute du Stade Malien Bamako se poursuit au BAL Basket African League à Abidjan. Et en football, il sera question de la 4e édition de la Coupe du numérique et de la 4e journée de la Ligue des champions d'Europe. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, Garibou Pérou nous ouvrira les portes de la fiscalité indispensable pour l'équilibre d'un pays. Rendez-vous en fin de journal pour tout savoir sur l'indispensable fiscalité. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Jeudi 7 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je le disais dans les titres, la rencontre sur l'élaboration du projet de plan d'action défense et sécurité de la Confédération AES a pris fin à Bamako. Les 2 jours de travaux ont permis aux experts militaires des 3 pays de définir une feuille de route pour mener la lutte commune contre le terrorisme, le crime organisé et bien sûr le crime transfrontalier dans les 3 pays de la Confédération de l'AES. Il s'agit du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Compte rendu, Batraouri. Face à la menace terroriste dans les pays du Sahel, les armées ont l'obligation de travailler main dans la main. C'est pour cette raison que les experts militaires des 3 pays de l'AES se sont retrouvés à Bamako pour 2 jours. Sous la houlette des chefs d'état-major généraux, ils ont ainsi élaboré un document consensuel pour marquer leurs liens de coopération. Ce document de base s'intitule Projet de plan d'action défense et sécurité. Général de division Omar Diarra, chef d'état-major général des armées du Mali. Après l'échec du G5 Sahel, nous avons le devoir de tout faire pour réussir cette lutte contre le terrorisme, pour soulager les populations de la Confédération des États du Sahel et atteindre les objectifs fixés par les autorités politiques. Le projet de plan d'action défense et sécurité, fruit des travaux de Bamako, est signé et mis à la disposition des délégations des 3 pays. Général de brigade Moussa Salaou Barmou, chef d'état-major général des armées du Niger. Il est question donc de mutualiser nos efforts. Les experts ont réfléchi pendant 2 jours pour trouver donc des mécanismes conjoints qui peuvent nous permettre d'être plus efficaces dans le cadre de cette lutte commune. Général de brigade Célestin Semporé, chef d'état-major général des armées du Burkina Faso. Il faut que les populations de l'AES restent confiants à leurs dirigeants du moment, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de ces 3 pays qui se sont engagés à lutter ensemble contre le terrorisme. Bamako est donc le point de départ de cette coopération militaire entre les 3 pays de l'AES. Les experts promettent de rester en contact permanent pour apporter une réponse efficace à la question de la menace terroriste. Réponse efficace au développement du Mali, c'est le credo de la République fédérale d'Allemagne qui a octroyé 22 milliards de francs CFA à notre pays. La 6e session du comité de pilotage conjoint du programme de réhabilitation des routes rurales à Gao et du programme de stabilisation de Ménaka viennent de prendre fin. Les administrateurs se sont penchés sur la revue du point d'exécution des activités et le plan d'action pour l'exercice à venir. Le point avec Al-Hussein Touré. Cette journée de réflexion offre un cadre pour discuter des stratégies et des politiques visant à renforcer la résilience des populations vulnérables face aux défis du changement climatique. Ainsi, les acteurs vont partager leur vécu et expérience sur la protection sociale adaptée afin de répondre efficacement aux chocs dus aux inondations. Wahab Touré, président Inspire, réseau des droits à la protection sociale au Mali. Il y a urgence à la matière.
Malheureusement, nous sommes en train de détruire notre environnement et ça fait partie des effets du changement climatique. Donc comment faire en sorte pour revenir à de meilleures pratiques? Les initiateurs de cette journée de réflexion sociale adaptative entendent jouer leur partition pour accompagner l'État dans sa politique face au changement climatique. Ngongang Mere, gestionnaire du programme Afrique Ouest. Il est important maintenant de se focaliser sur ce qu'on appelle les mesures d'adaptation, notamment pour le monde du secteur agricole, pour faire face à cette situation. Donc c'est une réponse concrète. Moussa Traoré, représentant du directeur national de la protection sociale et de l'économie solidaire. Le renforcement de la résilience, la réduction de la pauvreté, la préparation aux crises futures et aussi le partenariat et la coopération. La mise en place d'un système de protection sociale adaptative nécessite une collaboration étroite entre les gouvernements, les autorités internationales et la société civile. En adoptant la protection sociale, les communautés seront mieux préparées sur les bonnes pratiques par rapport à la protection de l'environnement. C'était là plutôt un autre titre de ce 13h, le reportage d'Al-Bouzer Al-Kamissa Yatara sur le changement climatique des organisations et de l'État, comment adopter les bons gestes en réduisant les dangers et notamment sur l'agriculture. Parlons-en à présent de cette contribution de l'Allemagne qui a octroyé 22 milliards de francs CFA à notre pays pour le développement de la région de Gao et de Menaka. Eh bien, à ce sujet, un comité de pilotage a été mis en place. Ce comité de pilotage vient de se réunir sur ces deux régions. À l'issue des travaux, les administrateurs se sont penchés sur la revue des points d'exécution des activités, notamment le plan d'action de l'exercice. Nous retrouvons Aloucéline Touré. Ces deux programmes visent le renforcement de la paix et de la stabilité dans les régions de Gao et de Menaka. Leur financement total est d'environ 16 milliards de francs CFA. Paul Bornkam, représentant de l'ambassade d'Allemagne au Mali. Ces programmes émanent de la volonté commune du Mali et de l'Allemagne de contribuer à la stabilisation et de promouvoir la paix dans les régions du Mali. Financés à hauteur de 34 millions d'euros, soit 22 milliards de francs CFA par la République fédérale d'Allemagne à travers la KfW, ces programmes s'inscrivent en droite ligne par rapport aux besoins des populations pour leur développement socio-économique. Les travaux du comité de pilotage évalueront les résultats de part et d'autre ainsi que les programmes d'activité respectifs des deux programmes. Le président du comité de pilotage a apprécié les efforts des équipes avant de les exhorter à faire plus pour atteindre les résultats escomptés. Adama Sissouma, secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Faire le point de l'état d'avancement des différentes interventions effectuées d'octobre 2023 à septembre 2024 par les deux programmes, mais aussi valider leur programmation jusqu'en fin 2024 pour le programme de stabilisation à Menaka et 2025 pour le programme Piste pour la paix, dont l'objectif global est de contribuer à la stabilisation de la région de Gao à travers le développement économique par le biais de construction de routes rurales et d'activités connexes visant à renforcer l'impact socio-économique des pistes construites. Le programme des pistes pour la paix a démarré sa seconde phase en janvier 2022 et se termine le 30 juin 2025. Quant au programme de stabilisation de Menaka, il a démarré le 1er décembre 2017. 13h09, actualité hors du Mali au Niger. Un accord a été signé hier entre les autorités nigériennes et le fournisseur d'accès à Internet par satellite propriété du milliardaire américain Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, à travers sa société Starlink. L'objectif est de couvrir la quasi-totalité du territoire nigérien et améliorer la connectivité du pays où le taux de couverture Internet est encore très faible. En République démocratique du Congo, des violents combats opposés ce matin. Les rebelles du mouvement M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce sont les rebelles du M23 qui ont lancé l'assaut sur des positions avancées des FARDC et des Ouazalendo qui luttent aux côtés des forces armées congolaises. Pour l'instant, l'armée n'a pas encore communiqué sur ces nouveaux affrontements au nord de la ville de Ngoma. Au Mozambique, la tension est tendue depuis quelques jours à la veille d'une grande manifestation qui est prévue cet après-midi et sur demande de l'opposition
Depuis la semaine dernière, le pays est secoué par une vague de contestation électorale. Le candidat de l'opposition persiste et signe qu'il y a eu fraude électorale lors du scrutin du 9 octobre dernier. Et puis face à cette montée de la violence au Mozambique, les autorités sud-africaines ont fermé leurs frontières avec le Mozambique pour des raisons de sécurité. Enfin, aux États-Unis, après sa défaite lors de la présidentielle, Kamala Harris a reconnu hier soir cette défaite face à Donald Trump. Dans son discours où elle a reconnu sa déconvenue électorale, elle a félicité Donald Trump qui est devenu à l'occasion le 47e président des États-Unis et elle s'est dit prête à l'aider pour le transfert du pouvoir. Dans un instant, de sport. Dans la page sportive de ce 13h, on parlera de la leçon du sport qui est consacrée aux sanctions du handball et en football, quatrième édition de la Coupe du numérique. Tandis qu'en basketball, le Stade malien de Bamako a gagné sa deuxième sortie face à ASB Show Sport de la RD Congo. Le point de la page sportive, c'est avec Abdul Karim Kaba. Basketball, après sa belle performance au premier match, le Stade malien de Bamako gagne son deuxième match au tournoi des qualifications au BAL. Les Blancs de Bamako ont battu le club ASB Show Sport de la RD Congo. 72-65 pour le Stade malien de Bamako. C'est le résultat final, entre autres résultats de cette journée. Dans le groupe B, Al-Ali de Libye a battu 99-75 Maïti Barol Basketball Club du Libéria. Spintes United du Ghana a perdu 71-84 devant Kadi Sport Academy du Cameroun. Les Blancs terminent cette phase de groupe cet après-midi contre les Gabonais de Mwanda Bébé Gabon. Rappelons que la compétition BAL Division Ouest Elite 16 réunit les meilleurs clubs d'Afrique de basketball. Football à présent avec la Coupe du numérique 4e édition. Les matchs de la deuxième journée se poursuivent. Cet après-midi, dans la poule B, l'équipe de la Poste sera face à celle de la HAC. Déjà hier, dans la même poule, la SMTD a été battue par la GIFO 2-0. Mardi, dans le groupe A, la MRTP a dominé la GTIC 2-1. Et à l'ouverture de la journée, l'équipe de l'ORTM a fait match nul 1 but partout avec la MAP. En troisième journée, l'ORTM sera face à la Poste. En Europe, la 4e journée de la Ligue des Champions a pris fin hier. Bayern Munich gagne par le minimum d'1-0 devant Benfica. Étoile rouge de Belgrade a été battue par le FC Barcelone par le score de 2-5. Feyenoord s'incline devant Salzbourg 1-3. Inter Milan l'emporte par le minimum d'1-0 devant Arsenal. Le PSV s'incline devant Atlético Madrid 1-2. Stuttgart a été battu à domicile par Atalanta 0-2. Spartak Stade Brestois, les Brestois gagnent par 2-1. Club Bruges gagne par le minimum d'1-0 devant Aston Villa. Et Shakhtar Donetsk l'emporte 2-1 face Young Boys. La leçon de sport pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur les sanctions en handball. À la différence de beaucoup de sports de mai, le handball reste un sport complexe avec des règles colorées. Isaac Tchenou nous en parle dans sa leçon de sport du jour. Le handball est un sport complexe avec un ensemble de règles nuancées, des règles qui impliquent de nombreuses relations de cause à effet. Amadou Baïga, entraîneur de handball, nous donne des précisions. L'échelle des sanctions disciplinaires est la suivante. Avertissement, carton jaune. Exclusion, 2 minutes. Disqualification, carton rouge. Disqualification directe, carton rouge avec rapport. Un joueur ne peut recevoir qu'un seul avertissement et 2 exclusions. Et la troisième entraîne une disqualification. Ce joueur ne pourra plus participer au match, mais après 2 minutes peut être remplacé par un autre joueur. Les fautes graves peuvent entraîner une disqualification directe avec rapport des arbitres. Les officiels peuvent être sanctionnés d'un avertissement et d'une exclusion. Les sanctions sont échelonnées suivant l'appréciation de l'arbitre. En handball, les sanctions disciplinaires sont progressives et adaptées en fonction de la gravité de la faute commise par le joueur ou l'officiel. Si un officiel est sanctionné, un joueur fait toujours les frais, nous explique Amadou Baïga. L'officiel suspendu doit faire sortir un joueur pendant 2 minutes. S'il est disqualifié, un de ces joueurs sort pendant 2 minutes et l'officiel quitte le banc. Une équipe ne peut obtenir globalement que 3 avertissements. Les officiels, un avertissement. Les sanctions dépendent de l'appréciation des arbitres. Malgré toutes ces complexités, cette discipline olympique d'origine allemande
reste un des sports de main les plus charmants et élégants dans le monde. Chronique judiciaire. Et ce jeudi, la chronique nous parle de comment le gouvernement met en place un système pour collecter des sommes d'argent auprès des citoyens et des entreprises. Le système ainsi mis en place s'appelle fiscalité. La fiscalité occupe une place importante dans la vie politique, économique et sociale d'un pays. En dépit de son importance, son prélèvement donne souvent lieu à des litiges entre l'administration fiscale et le contribuable. Pour éviter de se laisser surprendre par la fiscalité, il est bon, voire indispensable pour tout citoyen de connaître et de comprendre les principes de base qui régissent la fiscalité et les obligations comptables qui en découlent. Le point sur la fiscalité, c'est avec Gary Boupéo. Complexe, la fiscalité touche à la fois les citoyens et les entreprises. Elle englobe les prélèvements obligatoires tels les impôts sur le revenu, la TVA, les cotisations sociales et les impôts sur les sociétés. Mais on constate les litiges soit lors de la détermination du montant à payer, soit à l'occasion du recouvrement d'impôts. Pourtant, la fiscalité est un outil, un levier essentiel pour le développement politique, économique et social. Philippe Dambélé, conseil fiscal. Les entreprises pensent que l'administration fiscale a des procédés confiscatoires, donc prélève trop d'impôts. De l'autre côté, l'administration fiscale pense que les entreprises, les contribuables sont toujours prêts à frauder, à dissimuler l'assiette des impôts ou à se soustraire tout court à l'imposition ou au recouvrement de l'impôt. La fiscalité permet de financer l'éducation, la défense, la santé et même les infrastructures. Qu'il faudrait-il envisager pour éviter ces litiges? Il y a deux chartes. Il y a la charte du contribuable et il y a la charte du contribuable vérifié. Chacune de ces chartes comporte des codes de conduite, aussi bien pour l'administration fiscale que pour le contribuable. Du côté de l'administration fiscale, on demande à l'administration, aux agents d'impôts, qu'il n'y ait pas de mur entre les contribuables et l'administration fiscale, parce que l'administration ne peut pas aller sans les contribuables. Les contribuables aussi ne peuvent pas aller sans l'administration fiscale. Et du côté des entreprises ou du citoyen, du contribuable, qui doit faire preuve de civisme. Il y a un autre dispositif légal qu'on appelle la procédure du contradictoire qui donne la possibilité au contribuable de s'exprimer par rapport à l'impôt qui lui est réclamé avant que cet impôt ne soit définitif. Et si, malgré ces mesures, les contestations continuent et opposent toujours les parties? Il y a des procédures, il y a une phase administrative et une phase juridictionnelle. Dans la phase administrative de la résolution des litiges, il y a le recours hiérarchique et il y a l'intervention de ces commissions. Ces commissions n'ont pas vocation à trancher le litige, mais à donner un avis. Il y a aussi la phase juridictionnelle. Lorsque c'est devant le tribunal administratif, on parle de requête introductive d'instance, il y aura des mémoires en défense, mémoires en réplique, mémoires en piatif. Et donc, le dossier sera inscrit en rôle et il y aura une décision de justice. Y a-t-il un autre moyen de résolution des problèmes entre l'administration fiscale et le contribuable? Bien sûr, si l'administration reconnaît par exemple qu'en réalité, il y a eu une erreur de sa part, l'administration peut décider de faire un dégrèvement d'office. Il y a aussi ce qu'on appelle la transaction. Comme on le dit très souvent, il vaudrait mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Ça, c'est la transaction. Il y a aussi ce qu'on appelle les demandes de modération. En matière d'impôt, il y a ce qu'on appelle les droits simples et les pénalités ou les amendes. Pour les droits, seul le ministre des Finances peut accorder une modération. Modération veut dire une diminution du montant de l'impôt, en faisant valoir que si on paye tout ce montant, ça compromet la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Donc, en dehors de cela, il y a ce qu'on appelle les demandes de remise gracieuse, qui concerne cette fois-ci les pénalités. Profession libérale, le conseil fiscal joue un rôle déterminant dans les obligations fiscales. Pour mieux appréhender, anticiper, maîtriser les risques fiscaux, il faut se faire entourer par ces experts comptables et fiscaux. Le risque zéro n'existe pas, mais c'est par là qu'on va minimiser le risque fiscal, les litiges fiscaux. L'évasion fiscale, la taxation des entreprises sans présence physique constituent les obstacles auxquels la machine fiscale fait face. Il sera bon à l'avenir de mettre à contribution les nouvelles technologies pour améliorer la collecte des impôts et réduire la fraude, car faillir à ses obligations fiscales ou se soustraire volontairement équivaut à rompre avec la solidarité nationale.
Et c'est à 13h19 passé à Dramane Région Nkaï que s'achève cette édition qui vous a été présentée par Ousmane Daou. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 7h, plaise à Dieu. La mise en ligne est assurée par Badji Sangaré et Amadisso. Mise en onde, Absi Traoré, Fousseni Sissoko. Réalisation, Draman Sanogo. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Kaniki Eta sera là pour les avis et communiquer. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Seydou Fomba. Bonne suite d'écoute radiophonique si vous êtes à table. Bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.